19h, merci de nous rejoindre sur A24 News. Madame, monsieur, bonsoir à la une de l'actualité. Nouvelle série de bombardements sur Gaza. 5 Palestiniens tombent en martyrs à Nusayrat et 5 autres sont blessés lors d'une frappe sur les environs de l'hôpital européen au sud de Khan Younes. Le pain de retour dans l'enclave palestinienne, une lueur d'espoir pour les Palestiniens confrontés à la famine depuis plusieurs mois. Foire commerciale intra-africaine 2025 à Alger. Nader El-Arbaoui préside la cérémonie de signature de la convention portant l'organisation de la 4e édition en présence du président du conseil consultatif de l'IATF. Et dans cette édition également, nous reviendrons sur le conflit au Soudan qui consume sa première bougie. Souvent oublié et marginalisé, le pays en pleine guerre fait face à l'une des pires crises humanitaires du monde. Bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez, on entame cette édition avec un point de la situation à Gaza. 5 Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés dans des bombardements de l'occupation sioniste ayant ciblé une maison palestinienne à l'ouest du camp de réfugiés de Nusayrat. Une mosquée a également été pilonnée par l'armée de l'occupation. A noter également que 5 autres Palestiniens ont cette fois-ci été blessés dans des bombardements ayant visé les environs de l'hôpital européen au sud de Khan Younes, dans le sud de l'enclave. L'occupation a également détruit des terres agricoles dans le quartier d'Al-Manara, au sud-est de la ville. Et avec les bombardements incessants, le bilan des victimes de ce génocide s'élève désormais à 33 797 martyrs et 76 465 blessés depuis le 7 octobre. Il faut savoir que c'est en majorité des femmes et des enfants qui ont été tués. À noter également que les forces de l'occupation ont commis 7 massacres durant les dernières 24 heures qui ont fait 68 martyrs et 94 blessés. Les déplacés se dirigent vers le nord de l'enclave pour regagner leur foyer. Après plus de 6 mois d'offensive sur Gaza, on les voit sur ces images se déplacer à pied ou à vélo ou encore à l'aide de charrettes tirées par des ânes pour transporter leurs affaires. Réouverte pour la première fois depuis 6 mois, de longues files d'attente se sont formées devant la boulangerie de la ville de Gaza. Parmi les nombreuses personnes qui s'y trouvent, Abdelrahman Al-Jadba, père de famille, soulagé après avoir pu acheter du pain à sa famille. Les détails à Melamaziane Zitouni. Après que le programme alimentaire mondial leur ait fourni du carburant et de la farine, quelques boulangers de la ville de Gaza ont pu rouvrir. Ils ne peuvent cependant pas satisfaire les besoins de toute la population. Les boulangeries Kamel Ajour ont pris contact avec le pain pour nous fournir du carburant et de la farine, afin de pouvoir rouvrir la boulangerie et nourrir la population en pain après 170 jours, soit près de 6 mois. Un grand nombre de personnes font la queue dehors et nous espérons qu'il y aura d'autres boulangeries qui nous aideront dans le nord de Gaza. Abdelrahman El-Jadba a marché avec sa femme et ses 2 enfants à travers des tas de décombres et des bâtiments détruits afin d'avoir un sac de pain et avoir un modeste repas avec sa famille.
Aujourd'hui, nous avons reçu du pain, Dieu merci. Nous sommes tous heureux et nous prions Dieu pour que cela continue et ne se termine pas. J'ai emmené ma femme pour qu'il y ait plus de chances que nous rentrions à la maison avec du pain. Avant l'ouverture de la boulangerie, la famille El-Jedba fabriquait du pain à partir de la farine mélangée à du sable et de la terre qu'ils récupéraient des restes de l'aide humanitaire distribuée. Par Dieu, le petit déjeuner est composé de pain plat, composé de farine mélangée à du sable. Dieu nous aide, voilà à quoi ressemble notre vie. 6 mois après le début du génocide contre Gaza, l'enclave palestinienne dévastée et confrontée à la famine et à des maladies et presque tous ses habitants sont désormais sans abri. La réouverture des boulangeries serait un véritable soulagement pour les Palestiniens qui pourront nourrir leurs enfants et combler leur faim. En Cisjordanie occupée, cette fois-ci, au moins 25 Palestiniens, dont un journaliste et une ex-prisonnière des geôles sionistes, ont été arrêtés par les forces d'occupation lors de plusieurs incursions militaires dans différentes régions en territoire occupé. Et environ 238 colons sionistes ont profané la mosquée Al-Aqsa du côté de la porte des Maghrébins et ont mené des marches de provocation dans ces cours en pratiquant des rituels talmudiques. La mosquée sainte subit des actes de profanation au quotidien par les colons et les agents de police sionistes. Ces actes visent à judaïser la ville d'Al-Quds, imposer une nouvelle réalité démographique et changer l'identité culturelle de la ville sainte. Retour à présent sur la riposte de Téhéran sur l'entité sioniste. Téhéran qui appelle les Occidentaux à apprécier sa retenue face à l'entité sioniste suite donc à cette riposte menée par l'Iran en réaction à la frappe meurtrière sur le consulat iranien à Damas. Au lieu de lancer des accusations, les pays occidentaux devraient apprécier la retenue et les actions responsables de la République islamique d'Iran en faveur de la stabilité et de la sécurité dans la région. Les pays occidentaux devraient répondre devant l'opinion publique des mesures qu'ils ont prises contre 7 mois de crimes de guerre commis. L'Iran n'a eu d'autre choix que d'exercer son droit à l'autodéfense, déclare son ambassadeur à l'ONU, Amir Saïd Iravani, lors d'un conseil de sécurité convoqué après la riposte iranienne contre l'entité sioniste. Regardez. Dans ces conditions, la République islamique d'Iran n'a pas eu d'autre choix que d'exercer son droit à l'autodéfense en vertu du droit international. Toujours à propos de ce Conseil de sécurité, le Moyen-Orient est au bord du précipice et les populations de la région font face à un vrai danger de conflit généralisé dévastateur. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a appelé à la retenue maximale. C'était donc lors de ce Conseil de sécurité convoqué suite à la riposte de l'Iran. The Middle East is on the brink. Le Moyen-Orient est au bord du précipice. Les populations de la région font face à un vrai danger de conflit généralisé dévastateur. C'est le moment du désamorçage et de la désescalade. C'est le moment de montrer une retenue maximale. Madame la Présidente, il est temps de prendre du recul. Il est vital d'éviter toute action qui pourrait conduire à des confrontations militaires majeures sur de multiples fronts au Moyen-Orient. Les civils en subissent déjà les conséquences et on paie le prix le plus élevé. Civilians are already bearing the brunt and paying the highest price. La Russie, elle, s'est déclarée très préoccupée par la montée des tensions dans la région et appelle à la retenue. Regardez.
Nous notons les signaux émis par Téhéran selon lesquels il ne cherche pas une nouvelle escalade militaire contre Israël. Et nous exhortons l'Occident et Jérusalem à emboîter le pas et à rejeter la pratique du recours à la force provocatrice au Moyen-Orient. Comme ils le font actuellement, c'est chargé de risques et de conséquences. C'est extrêmement dangereux pour l'ensemble de la région déjà déstabilisée par l'intensification de la confrontation israélo-palestinienne. Même son de cloche du côté de la Chine, Pékin appelle à son tour à un retour au calme. Nous avons également noté que, selon l'Iran, son action militaire était une réponse à l'agression d'Israël contre ses locaux diplomatiques. Et l'affaire peut être considérée comme réglée. La Chine appelle les parties concernées à faire preuve d'un maximum de calme et de retenue et à résoudre leurs divergences et différends conformément aux objectifs de la Charte des Nations Unies et du droit international pour éviter toute nouvelle escalade. Et de leur côté, les États-Unis et le Royaume-Uni, éternels alliés de l'entité sioniste, mettent en garde l'Iran contre une nouvelle escalade. Dans les prochains jours et en consultation avec d'autres États membres, les États-Unis étudieront des mesures supplémentaires pour demander des comptes à l'Iran ici aux Nations Unies. Immédiatement, le Conseil de sécurité doit condamner sans équivoque les actions agressives de l'Iran. Comme nous l'avons démontré, le Royaume-Uni continuera à défendre la sécurité d'Israël et celle de tous nos partenaires régionaux, y compris la Jordanie et l'Irak. Nous saluons les actions de nos alliés pour dissuader la menace iranienne. Retour sur le continent en Algérie, le président Abdelmadjid Tebboune a reçu ce lundi à Alger le vice-ministre russe des Affaires étrangères Mikhail Bogdanov. Selon un communiqué de la présidence de la République, la rencontre s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République Boualem Boualem et du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères Lounas Magraman. Mikhail Bogdanov a également été reçu ce lundi par le général d'armée Saïd Chengreha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Lors de cette rencontre à laquelle ont pris part des officiers supérieurs du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'ANP, ainsi que les membres de la délégation russe, les deux parties ont échangé les analyses et points de vue sur les questions d'intérêt commun. Et toujours sur le territoire national, le Premier ministre Nadir El-Arbaoui a présidé ce lundi au Centre international des conférences Abdellatif Rahal la cérémonie de signature par le gouvernement algérien et la Banque africaine d'import-export de la convention portant organisation à Alger de la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine, prévue donc en 2025. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre algérien du Commerce Taïeb Zitouni, l'ancien président nigérian, président du Conseil consultatif de l'IATF, était lui aussi présent. Je vous propose de les écouter. Dans le but de renforcer les échanges commerciaux interafricains, l'Algérie a œuvré à l'élargissement du réseau logistique, notamment la réalisation de la route de l'unité africaine qui relie l'Algérie à Lagos, une infrastructure qui concerne plus de 700 millions de personnes au niveau de 7 pays qui seront reliés à cette route, ainsi que le lancement de la réalisation de la route liant l'Algérie à la Mauritanie via Tindouf Zouerat, ce qui permet à notre pays d'occuper la 2e position en Afrique en termes de réseau autoroutier réalisé en atteignant 128 000 km. Considering the zeal demonstrated Compte tenu de l'enthousiasme manifesté par l'Algérie, je voudrais lui exprimer ma sincère gratitude pour avoir accueilli la 4e édition de la foire commerciale interafricaine. Il y a beaucoup d'optimisme et je suis sûr que la 4e édition sera plus réussie, mieux que les autres éditions. La prochaine édition renforcera non seulement la coopération commerciale entre les pays africains, mais augmentera également le volume des échanges commerciaux entre le continent africain et le monde arabe. Trade transaction between Africa and the Arab world. شعبنا العزيز رافض التفاوض تحول الديمقراطي وحماية الفترة الانتقالية
لنا في هذا اليوم التاريخي اللا رجعة ثانية للحق. Et vous l'aurez compris, nous allons à présent évoquer le conflit au Soudan, un conflit très violent qui entre dans sa deuxième année. Face à une situation humanitaire très critique et alarmante, Paris a abrité aujourd'hui une conférence internationale humanitaire sur le Soudan. Objectif, relancer la mobilisation face à une guerre oubliée. Commentaire Hamid Meshri, récit Mohamed Amina Berkan. Un an après l'explosion de la violence dans l'un des pays les plus pauvres d'Afrique, le Soudan est toujours déchiré par une guerre civile sanglante. Éclatée le 15 avril 2023 entre les forces de l'armée de Abdel Fattah al-Burhan et celles de Mohamed Hamdan Daglo, son ancien adjoint et commandant des forces paramilitaires de soutien rapide, la guerre au Soudan continue toujours de s'aggraver et avec un lourd bilan de catastrophes humanitaires. Mais contrairement à la situation au Moyen-Orient, le monde semble largement ignorer un conflit qui a laissé des milliers de victimes et de personnes dans le besoin d'aide et au bord de la famine. Nous avons 27 millions de Soudanais, soit plus de la moitié de la population, qui ont besoin aujourd'hui d'aide humanitaire. Près de 15 millions d'entre eux sont des enfants. 18 millions d'entre eux sont en situation d'insécurité alimentaire aiguë et la famine menace. Plus de 8 millions de personnes ont été d'ailleurs forcées à fuir leur foyer avec des déplacements forcés. Donc je tiens aussi à rendre hommage à tous les acteurs. À l'ouverture de la conférence humanitaire sur le Soudan lundi à Paris, la France, l'Allemagne, l'Union européenne et les dirigeants européens ont annoncé une enveloppe d'aide de plus de 840 millions, une aide de 110 millions d'euros de la France, 244 millions d'euros de l'Allemagne, 350 millions de la Belgique et 138 millions des États-Unis. Den Menschen dort fehlt es praktisch an allem. Les gens y manquent pratiquement de tout. Ils ont besoin de nourriture, de rations d'urgence, d'eau potable, d'aliments pour bébés, de médicaments, de vêtements, d'écoles, d'abris d'urgence et surtout d'un soutien psychologique. C'est pourquoi l'Allemagne va débloquer aujourd'hui 244 millions d'euros supplémentaires d'aide humanitaire pour fournir à ces personnes le minimum nécessaire à leur survie. Alors que le conflit marque sa deuxième année, les deux parties belligérantes campent toujours sur leur position. Les perspectives d'une victoire d'une partie semblent impossibles. La communauté internationale est appelée aujourd'hui plus que jamais à jouer son rôle et s'acquitter de ses devoirs. Et on ne serait pas ici aujourd'hui si deux généraux, les généraux Burham et Mehdi, n'avaient pas poussé les pays entiers au bord du gouffre. Et on revoit à nouveau la catastrophe humanitaire qu'on avait vue au Darfour il y a beaucoup d'années. La conférence de Paris sonne comme un réveil international pour sensibiliser sur la souffrance des Soudanais. Dans une vidéo publiée dimanche, l'ex-premier ministre Abdallah Hamdouk a appelé à faire taire les armes. Notre participation aujourd'hui à la conférence de Paris vise à attirer l'attention du monde sur les conditions tragiques que vit notre peuple et nous les appelons à prendre leurs responsabilités vis-à-vis de notre pays et de notre peuple. Sur le terrain, l'urgence humanitaire se fait toujours plus pressante. Pour l'instant, malgré les multiples appels humanitaires des Nations Unies pour financer les efforts d'aide au Soudan, ces appels sont toujours restés sans suite. Et un an après le début des hostilités, les Soudanais continuent de faire face à d'innombrables défis dans leur quotidien déjà précaire. Les récits poignants des rescapés révèlent une réalité marquée par la privation, la peur constante et la lutte pour des besoins fondamentaux. Mohamed Ali Ben Chaban. Au cœur des rues autrefois animées du Soudan, le silence pesant laisse entrevoir les cicatrices profondes laissées par la guerre. Les débris des chars jonchent le sol, témoins muets des affrontements violents qui ont déchiré l'ambiance d'Omdurman. Nagui Yassine Ahmed partage son récit poignant des horreurs et des atrocités de la guerre.
Après le début de la guerre, nous avons fui le quartier de Taoura à Omdurman et de là, j'ai emmené ma famille en Égypte. De retour au Soudan, je constate qu'après avoir pillé des objets, ils les détruisent, même les choses qu'ils n'utilisent pas. Je ne m'attendais pas à découvrir cette situation après mon retour d'Égypte. C'est vraiment malheureux. Les ravages de la guerre ont laissé des images déchirantes qui parlent d'elles-mêmes. Des familles déplacées, des vies brisées et des communautés dispersées. Nous étions à l'intérieur de notre maison lorsque nous avons été pillés, volés et battus. Tout cela nous est arrivé. Ils ont pris notre argent et notre or et ont même pris mon ordinateur portable. Cet ordinateur portable contient toutes les informations depuis l'époque où je travaillais jusqu'à ma retraite. Toutes les belles choses d'Omdurman semblent de lointains souvenirs, noyés dans les souffrances et les désolations qui hantent désormais chaque coin de la ville. Tout le peuple et tous les secteurs gouvernementaux, privés et culturels ont été grandement touchés par cette guerre. Mais l'impact le plus grand est irréprochable et la perte de notre patrimoine historique. Qu'il s'agisse du musée national ou de la maison musée Khalifa, il a été complètement détruit et pillé. Il contenait des objets de collection qui ne pourront plus jamais être récupérés. Même au milieu du chaos, l'esprit du peuple soudanais brille encore. À l'ombre de la destruction, les rêves se tournent vers un avenir meilleur où la paix et la stabilité fleuriront à nouveau sur la terre meurtrie du Soudan. Le Soudan, la crise alimentaire pourrait être la plus grande jamais connue, a averti la directrice exécutive du Programme alimentaire mondial, Cindy McCain, en marge de la conférence sur le Soudan ce lundi à Paris. La situation au Soudan est presque catastrophique. La faim existe, il y a une faim énorme. Si nous commençons à déclarer la famine, il est trop tard. Cela signifie que la situation est déjà allée trop loin. Notre objectif est donc de pouvoir entrer, d'avoir accès aux endroits dont nous avons besoin. Environ 90% de la population n'est pas accessible à l'heure actuelle. Il est donc très important pour nous, non seulement d'obtenir un accès sûr et sécurisé, mais aussi d'être en mesure d'assurer les livraisons d'une manière ordonnée et sûre pour nos bénéficiaires. Tout autre chose à présent, la Russie considère les sanctions occidentales contre les métaux russes comme totalement illégales, affirmant qu'elles ont déjà déstabilisé le prix sur les marchés mondiaux. On écoute à ce propos le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Nous traitons cela de la même manière que nous traitons toutes les autres sanctions. Nous les considérons comme illégales. Quoi qu'il en soit, ces sanctions sont une arme à double tranchant. Elles nuiront également aux intérêts de ceux qui les ont appliquées. Nous voyons maintenant qu'il y a une certaine déstabilisation des prix dans ce segment du marché. Nous continuerons à observer ce qui se passe ensuite. En Géorgie, une bagarre entre députés a éclaté au Parlement qui débattait de la réintroduction du projet de loi controversé sur les agents de l'étranger, à l'origine de manifestations d'ampleur l'année dernière et jugé liberticide par ses détracteurs. Et puis invité des chaînes françaises RMC et BFM TV, le président français Emmanuel Macron a expliqué ce lundi toujours espérer qu'une trêve olympique se tienne pendant les Jeux olympiques de Paris 2024, une compétition qui aura lieu en juin alors que le conflit en Russie et en Ukraine se poursuit.
d'une part et que l'entité sioniste poursuit son génocide sur Gaza d'autre part. Quand les armes se taisent, vous devez renégocier et donc vous devez vous retrouver autour de la table avec ceux contre lesquels vous avez combattu. Et donc c'est aussi en cela que l'olympisme apporte d'un point de vue diplomatique beaucoup de choses. Et au-delà de l'expérience très humaine que David Douillet vient de décrire, on va aussi tout faire pour avoir une trêve olympique. On fera une analyse en temps réel, et donc on a une cérémonie, pour tout vous dire, hein, on a une cérémonie qu'on prépare qui serait limitée au Trocadéro, par exemple, et donc on ne ferait pas toute la scène si on se dit, si l'analyse permettait de... S'il faut restreindre le lieu. Exactement, voire qui rapatrierait dans le Stade de France. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée.